Bonjour mesdames et messieurs, Radio Jojo à l'appareil. Aujourd'hui, chronique littéraire. Je vous parle aujourd'hui d'un livre qui s'appelle Où va le monde, sous-titré Trump et nous, écrit par Pascal Lamy et Nicole Niesotto, édité chez Odile Jacob. C'est un livre qui pèse environ 250 pages et qui traite, comme vous l'aurez compris, de la problématique d'où va le monde ? Où vas-tu ? Quand je viens ? Où est-ce que je revais ? Voilà, bonne question. Et ils vont essayer de nous répondre. Qui sont les auteurs de ce livre ? On commence par notre amie Nicole Niesotto, parce que c'est une femme, donc moi je priorité aux femmes. Nicole Niesotto, elle est née en 54 à Fort-de-France. C'est une historienne française, experte des questions européennes et internationales. Ça rigole pas. Professeur au Conservatoire national des arts et métiers, et j'ai membre depuis juillet 2006 du conseil d'administration du think tank Notre Europe, qui est un think tank qui s'appelait avant l'Institut Jacques Delors. Elle a fait Cagnes-Hippocagne au lycée Henri IV. Elle a un DEA d'histoire et après elle a fait Normal Sup à Cachan. Elle est agrégée de lettres modernes. Donc elle, sa spécialité, c'est l'Union européenne et les affaires de sécurité. Elle est également intervenante régulièrement à Sciences Po. Et enfin, elle a dirigé l'Institut d'études de sécurité de l'Union de l'Europe occidentale pendant 2-3 ans, là, de 99 à 2001. Elle a également les professeurs au CNAM, titulaire de la chaire Union européenne. Après par décret du président de la République Nicolas Sarkozy en décembre 2007. Donc elle anime un cycle au sein du CNAM qui s'appelle Forum Europe. Et elle a été aussi vice-présidente du conseil d'administration du CNAM. Donc experte des questions de stratégie internationale, Nicole Niesotto a été nommée présidente du conseil d'administration de l'Institut des hautes études de défense nationale, IHEDN. Voilà, donc ça rigole pas, c'est quelqu'un qui a un haut niveau, chevalière de la Légion d'honneur, tout ça c'est Wikipédia, on va même pas plus loin. Donc vous l'aurez compris, une européiste convaincue, spécialisée dans les relations Europe-États-Unis et de sécurité en même temps. Donc quelqu'un qui, on l'espère, sera compétente pour nous reparler de Où va le monde, Trump et nous. Le compère de Nicole, avec qui elle écrit ce livre, c'est Pascal Lamy, qui est un peu plus connu. Donc Pascal Lamy, c'est un mec qui est né en 47 à Levallois-Perret, 9 de Connection Papa, haut fonctionnaire et homme politique français. Commissaire européen de 99 à 2004, il a carrément été directeur général de l'Organisation mondiale du commerce, l'OMC, de septembre 2005 à août 2013. Il a été président de l'Institut Jacques Delors, dont on parle à l'instant, pendant 1 an, et il est président émérite depuis 2013. C'est un mec qui est passé par HEC, Sciences Po, l'ENA dans la promotion Léon Blum, avec qui on va retrouver pour les gens les plus connus, je dirais Martine Aubry, donc Pascal Lamy, et Alain Minc, aussi, qui traîne là-dedans. Donc c'est un mec qui est comme sa carrière dans la fonction publique à l'Inspection Générale des Finances et au Trésor. Donc là, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo juste avant, c'est le parcours parfait du haut fonctionnaire français des réseaux. C'est un mec qui est membre du Parti Socialiste depuis 69. Il a été élu, directeur de cabinet de Pierre Mauroy entre 83-84, qui était Premier ministre à ce moment-là. Donc le tournant de la rigueur à gauche. Voilà, c'est quelqu'un qui représente bien cette classe mondialiste en France, bien implantée. Il a également présidé la commission prospective du CNPF, qui va devenir le MEDEF, qui est le syndicat des grandes entreprises. Plusieurs reprises membre du bureau du club Le Siècle, participé très régulièrement à la conférence Bilderberg, 2000, 2001, 2003, 2005. On dirait la Ligue des Champions avec le Milan. Il a été aussi président de l'IRIS. Il a traîné avec Rocard et Strauss-Kahn en début des années 2000 là, dans un truc. C'est un mec qui est plein de think tank transatlantique là, par exemple conseiller pour le think tank European Horizon, conseiller de politique de la firme Brunswick. Donc voilà, c'est quelqu'un qui est
Et enfin, pour conclure, on va dire qu'il a été le lauréat du prix spécial du jury à titre étranger de l'Académie de la Carpette anglaise pour son utilisation systématique de l'anglais dans ses fonctions de commissaire européen au mépris des règles communautaires. Donc voilà, je pense que lui représente très bien ce que est cette espèce de super classe française issue des hautes écoles, ultra-européiste, ultra-mondialiste et totalement, on va dire, au milieu de tous les réseaux. Et on conclura ce portrait de notre ami Lamy par sa présidence au Forum de Paris sur la paix, donc qui s'est tenu du 11 au 13 novembre 2020. C'était la 3e édition, donc c'était juste avant la pandémie, sur une plateforme numérique. Voilà, 12 000 participants, 440 intervenants, 50 chefs d'État et de gouvernement. Voilà, c'est lui qui était là, et ça, bien sûr, c'est pareil, c'est du Sciences Po, c'est du l'IFRI, de l'Institut Montaigne. Voilà, c'est que des choses comme ça. Donc notre ami Pascal, lui aussi, c'est un spécialiste de la question mondiale. C'est quelqu'un qui pèse dans le débat public, je dirais, ou privé, allez savoir, parce que c'est vrai qu'on n'en entend pas trop parler, alors qu'il a quand même eu des postes on va dire, à influence très forte, qu'il en a encore. Et c'est vrai que, on va voir ce qu'il nous raconte. Pourquoi lire ce livre? Ça, c'est une bonne question. La première raison, c'est tout simplement parce que je l'ai eu gratuitement. Je l'ai trouvé dans une cabine téléphonique à livres, là. Et on m'a dit, oh, regarde, et tout ça, machin. Alors j'ai lu, Pascal, Nicole Niesotto, je savais pas qui c'était. Pascal Lamy, je savais. Je me suis dit, on va lire Pascal Lamy. La deuxième chose qui m'a interpellé, évidemment, c'est le sous-titre. Où va le monde? Point d'interrogation. Trump et nous. Et là, je me suis dit, tiens, Pascal Lamy et Nicole Niesotto, ils vont faire un livre sur Trump. Alors même si c'est un livre de 2017, ils vont faire un livre sur Trump et tout ça, ce que ça représente et tout. Et je me suis dit, alors peut-être qu'ils auront un point de vue intéressant et qu'ils vont nous apprendre des choses sur au milieu de ces 250 pages. Ils vont peut-être nous permettre de nous documenter de manière intelligente. Et puis le dernier point, c'est pour ça que je l'ai fait passer un peu en haut de ma pile de lecture, c'est simplement parce que on a étudié un petit peu, on est rentré dans la tête de certaines personnes qui correspondent à ça. On a eu la guerre des intelligences avec Laurent Alexandre. On a fait le Covid-19, The Great Reset, avec Klaus Schwab et Thierry Malray. On a fait les bonnes fréquentations qui parlent des réseaux récemment. Il y a pas que ça, mais on a... Et donc là, je me suis dit, tiens, on va continuer un peu d'explorer ce qu'il y a dans la tête des gens qui pensent l'avenir, qui ont une vision du monde et qui souhaitent l'appliquer. Et donc, pourquoi pas se taper les 250 pages de nos amis Pascal Lamy et Nicole Niesotto. Et donc là, c'est ce qu'on va faire, les copains. Je vous propose de vous plonger dedans dans les minutes qui viennent. D'où vient ce livre? C'est un peu ce que nous expliquent au début nos intervenants, ce livre qui se présente sous la forme de textes compilés, ensuite d'un dialogue, on va dire d'un échange de points de vue sur le monde et la mondialisation, et enfin d'un dernier texte sur l'Europe. Alors, globalement, d'où vient ce livre? En fait, ce livre, il vient d'un questionnement qui a émergé dans la tête de nos amis, là, Lamy et Niesotto, sur l'état et l'évolution de la mondialisation. Alors évidemment, Trump et nous, le sous-titre est pas anodin. C'est le gros symptôme, c'est Trump, mais c'est une accumulation de ce qui s'est passé depuis 2014 entre l'extrême droite, pour eux bien sûr, qui dirige en Hongrie, en Pologne, en Italie. Et puis il y a eu le Brexit qui a quand même mis un sacré coup. Alors si au moment où ils écrivent ces lignes, en 2007, le Brexit s'est pas encore réalisé, il a été voté. Et donc forcément, ils voient ça un peu partout. Les mecs, ils se disent, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Les deux idées fortes des mondialistes, que sont la mondialisation et l'Europe, sont fortement ébranlées. Donc là, il faut qu'on fasse un livre pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe. Alors nos deux intervenants, ils ont des points de vue croisés. Il y en a un, c'est celui de Pascal Lamy. Lui, il se positionne plutôt sur la géoéconomie. C'est-à-dire qu'au sein de la mondialisation, voilà, il met cette idée-là en avant. Donc la géoéconomie, si on prend une définition stricte en sciences, c'est l'association de la géographie à l'analyse économique. Et pour nos auteurs, c'est plutôt le renforcement de la rationalité.
Tandis que notre amie Nicole Niessoto, elle se positionne plutôt sur la géopolitique, hein, c'est d'après elle, c'est plutôt ça qui dirigerait le monde. Et ça, si on prend une définition stricte, c'est l'étude des rapports entre les données de la géographie et la politique, hein, c'est à peu près la même chose, sauf que pour nos auteurs, voilà, la géopolitique, c'est plutôt la force des pulsions nationalistes ou idéologiques. Voilà. Donc à travers ce livre, les auteurs en fait tentent d'apporter une réponse à ce titre, hein, je l'ai déjà dit, où va le monde, hein, parce que là ils se disent mais en fait ça va pas du tout dans le sens qu'on pensait que ça irait, parce que eux évidemment un petit peu comme le logo d'Odile Jacob, hein, ils pensaient que ça ferait une pyramide avec un gouvernement mondial, hein, en tout cas c'est ce qu'ils souhaitent, ils pensent que c'est ce qui est mieux pour la planète, et là ben non, et puis là Trump ça a fait mal, je veux dire Trump là, hein, pour eux c'est voilà, perdre les États-Unis dans le du camp mondialiste. Bon, alors effectivement, ils donnent une indication claire sur leur prédisposition mentale quand on lit le titre. Trump et nous, hein, on a bien compris, il y a le camp des mondialistes, hein, c'est nous, et puis il y a le camp des populistes. Hein, ils le disent pas, ils en parlent après dans le livre, vous vous en doutez bien, mais c'est Trump. Voilà. Sachant quand même que effectivement, pour n'importe qui s'intéresse 2 minutes aux États-Unis, et là je vous renvoie à l'autre vidéo que j'ai faite sur les grands problèmes politiques des États-Unis de Firmin Rose, Trump n'est rien d'autre que quelque chose de normal et de courant dans l'histoire des États-Unis. Et donc là, ce qu'on peut dire en lisant le titre, effectivement, c'est que on voit que nos amis, l'ami et Niessoto et tous ceux qui le représentent, parce qu'ils représentent beaucoup de monde quand ils s'expriment chez Odile Jacob à travers ce livre, en fait, comprennent pas la réalité, comprennent pas le retour au réel. Donc bon, c'est une première chose. On va voir ce qu'il nous explique dans le livre par la suite. Pour présenter un petit peu la toile de fond générale qui habite l'esprit de nos deux amis, l'ami et Niessoto, et de tous les gens qu'ils représentent à travers ce livre, je vais vous présenter leur vision historique récente et la place qu'ils donnent à la mondialisation là-dedans, pour mieux comprendre et mieux percevoir la manière dont ils vont aborder les choses par la suite. Donc à la chute de l'URSS fin 80, je cite page 13, la mondialisation devient le socle des relations humaines. Fin de citation. Donc globalement, les USA sont les seuls numéros 1 pendant une bonne dizaine d'années. Et pendant ces bonnes dizaines d'années, donc 90-2000, hein, enfin ouais, de 90 à 2000 quoi, tous les pays, plus ou moins, tout le monde pense que les pays sont voilà, ils vont devoir rejoindre le modèle occidental, le marché croît, hein, la paix générale fait rêver tout le monde, et ça se voit, les budgets de défense, notamment européens, fondent. Et en Europe, et là je cite page 35, une idéologie postmoderne, post-conflit et post-nationale se répand dans les élites communautaires. Donc on voit bien hein, que cette période-là marque fortement l'état d'esprit général. La pauvreté recule, la richesse augmente. Là, on peut dire qu'il joue déjà sur les mots. Hein, c'est le tout début du livre. Hein, il joue déjà dessus parce que il n'y a pas un mot sur l'explosion de la dette hein, depuis ça. Et en fait, au lieu de dire que la richesse augmente, il devrait dire que la consommation hein, augmente. Mais bon, on verra. Peut-être qu'ils vont nous en parler après. Entre 90 et 2010, la mondialisation elle a permis à 700 millions de gens de sortir de l'extrême pauvreté, et notamment dans le sud. Les classes moyennes, c'était 1,8 milliard de personnes en 2009, c'est 3,2 milliards de personnes en 2020. Hein, donc ça augmente beaucoup hein, la classe moyenne. Par exemple, là, il donne un exemple qui est assez significatif. Les dépenses moyennes du touriste chinois en 2010, c'était 50 milliards. C'est 260 milliards en 2017, à peine 7 ans après. Là, Pascal Lamy nous gratifie au moment où il nous parle de ça, d'un petit passage sympathique sur que c'est super pour la France, parce que comme ça fait plein de touristes chinois qui viennent et ça fait du boulot pour les Français. Donc là, effectivement, on a envie de lui jeter une petite tomate, parce que moi qui suis parisien, par exemple, moi, voir des quarts de chinois partout dans ma ville, ça me plaît pas du tout. Mais bon, ça c'est autre chose. Hein. Lui, je pense qu'il s'en fout. Donc globalement, la mondialisation, elle structure tout. Elle prend le pas sur la géopolitique traditionnelle, hein, c'est-à-dire sur les rapports de force armée traditionnels. Et on peut dire que de 85 à 2001, c'est la mondialisation heureuse qui repose sur une croissance qui semble infinie, l'extension de la démocratie et une sécurité globale assurée par l'ONU et les Américains qui sont bienveillants. Donc ça, c'est la vision de nos amis.
Donc on va dire 85 à 2001, je pense qu'en 95 ils étaient pas en France quand il y a eu les grèves, là les gens ils étaient déjà pas contents. Et puis les Américains bienveillants et l'extension de la démocratie, bon je pense que je suis pas sûr que tout le monde soit de cette taille-là, mais bon ça c'est autre chose. Et d'ailleurs ils nous disent, regardez, il y a eu l'exemple de la guerre du Golfe, toute la communauté internationale était soudée contre le despotisme de Saddam Hussein. Parce que Saddam Hussein c'était un despote. Et il avait envahi le Koweït pour le pétrole apparemment, et puis ou pour autre chose, je suis pas expert du sujet, mais il semblerait que là tout le monde s'est lié contre lui pour lui fermer sa gueule, et ça montre que la mondialisation elle était heureuse à ce moment-là, parce qu'on était tous ensemble, oui, c'est un peu ça. Donc durant cette période en gros ça progresse le monde, et évidemment son corollaire, la mondialisation progresse, et son corollaire qui progresse avec, c'est le marché libéral. À partir de 2001, c'est la seconde phase de la mondialisation. Ils appellent ça la mondialisation douloureuse. En 2001, la dynamique s'essouffle. J'imagine que ça n'a aucun rapport avec la bulle Internet et la crise financière de 2000, ça c'est sûr. En tout cas, ils en parlent pas dans le livre non plus. Il y a eu l'émergence de la Chine, de l'Inde, l'apparition d'Al-Qaïda, la perte de crédibilité des États-Unis avec la guerre en Irak de 2003. Et puis à la fin, il y a eu la crise de 2007, carrément. Donc là, vraiment, la crise de 2007 en particulier, elle montre les mauvais côtés de la mondialisation. Ça, ils le reconnaissent. Explosion des inégalités, fin de la croissance de la démocratie. Donc là, il y a un monde multipolaire qui se fait jour et qui n'est pas structuré autour de règles communes. Et c'est ça le problème, c'est qu'il n'y a pas de règles communes. Donc forcément, c'est le chaos. Voilà. Alors évidemment, ils continuent, ils illustrent la classe moyenne qui est en train de mourir, qui disparaît, notamment après la crise des subprimes de 2008, c'est-à-dire, là aussi, ils le disent pas, mais pourtant... historiquement, il y a un lien, c'est-à-dire que c'est sous la présidence d'Obama que la classe moyenne occidentale meurt, et on sait que particulièrement aux États-Unis, elle s'est fait laminer. Et globalement, ils en tirent une conclusion, c'est qu'il y a un paradoxe. Le marché s'unifie, mais politiquement, c'est l'explosion. Et enfin, la troisième étape, c'est depuis 2017, donc c'est au moment où ils écrivent ce livre. Là, ils nous disent c'est encore pire. C'est devenu la mondialisation des crises et de l'impuissance. Donc là, il parle évidemment, il dit, le terrorisme, la dissémination du terrorisme un peu partout. L'annexion de la Crimée, là apparemment c'est un très gros problème, l'annexion de la Crimée, ça serait une crise incroyable. Pourtant il n'y a pas de problème en Crimée, mais bon. Et puis l'arrivée de Trump au pouvoir, donc là pareil, ça c'est aussi c'est un signe de crise, l'arrivée de Trump au pouvoir. Tout cela dans un contexte d'affrontement grandissant entre la Chine et les USA, parce que c'est vrai qu'avant il n'y avait pas d'affrontement grandissant entre la Chine et les USA. Enfin bon. Donc depuis 2017 c'est encore pire, et là vous vous rendez compte, ils ont écrit ça, c'était avant le Covid-19. Vous imaginez avec le Covid-19 ce qu'ils nous diraient. Que là vraiment on est carrément dans le chaos complet, nos amis. Donc bon, voilà, ça c'est leur point de vue. Ils font un mot sur l'Europe aussi en disant voilà, l'Europe entre 50 et 90 c'est l'âge d'or. Parce que y a plus de guerre, et puis on arrête, comme on a tout cassé grâce au plan Marshall et tout ça, on peut tout reconstruire super bien, tout le monde a du boulot. À partir de 90... la fin de l'URSS, le pacte de Maastricht avec l'euro et Schengen notamment, il y a une phase plus complexe qui s'est ouverte, où les gens, on a dû commencer à composer au niveau de la gouvernance européenne, et puis depuis 2008 c'est pire. La crise de 2008 elle a renforcé les disparités nord-sud, donc Italie, Grèce, Espagne, Portugal, avec Allemagne, Hollande, Angleterre, on s'en rappelle tous. Et en plus il y a eu le programme migratoire depuis 2015 et le Brexit en 2016. Donc tout ça fait vaciller l'idée européenne. Donc là, voilà, en gros, on a bien compris, ils se sont mangés Trump et le Brexit. Là, les mecs, ils disent, mais qu'est-ce qui se passe ? Faut qu'on trouve une solution. Je vous présente rapidement la mondialisation vue par nos deux auteurs. Donc pour Nicole Niesotto, qui pense et qui défend l'idée à travers le livre que la mondialisation est dirigée, menée, conduite par la géopolitique et donc par les rapports de force militaires traditionnels, entre guillemets. Pour elle, ce qui est nouveau, c'est que la mondialisation, ça a propulsé l'économie dans un nouveau rôle. Un rôle politique dans la hiérarchie des puissances et des risques de déstabilisation. Et là, elle donne l'exemple de la Chine en disant si le système bancaire chinois faisait faillite, ça ferait basculer le monde entier. Ça, c'est sûr. Et donc, pour elle, de son point de vue, la mondialisation, elle est ambivalente par nature. Elle est pacificatrice grâce au commerce, mais aussi déstabilisante. Et elle est de même au niveau des ressources et des richesses. Elle offre plus de richesses, mais elle creuse aussi les inégalités.
Et donc pour les Occidentaux, c'est une remise en question, parce qu'en fait, pendant longtemps, on a pensé que l'expansion du marché, ça permettrait d'élargir la stabilité générale. Hein, ça, c'était vraiment la pensée occidentale forte, quoi. On va élargir, on va intégrer. Et puis là, bah, on est obligé de constater que c'est l'inverse, et que en fait, ce qu'on voit, c'est que c'est l'instabilité des pays qui rentrent en Occident. Hein, donc effectivement, là, on pense au Moyen-Orient, on pense à la Libye, à la Syrie. Hein, c'est des conflits dont il parle régulièrement dans le bouquin. Et en plus, il y a aussi un effet par derrière, c'est que pendant longtemps, on a pensé qu'on amènerait nos valeurs à l'extérieur de l'Occident pour les, entre guillemets, les convertir et les intégrer. Sauf que là, ce qu'on voit, c'est que, et c'est un peu ce qui a permis l'émergence de ce livre, c'est que c'est même à l'intérieur de l'Occident, on voit un retour réactionnaire. Hein, et là, elle prend en particulier Hongrie, Pologne. Bon, elle met aussi les USA dedans. Je suis pas sûr que ce soit avec Trump. Je suis pas sûr que ce soit exactement comparable à Orban et aux autres mecs en Pologne. Là, je me rappelle pas le nom. Mais elle constate ça et elle dit oh là là, c'est vraiment une régression incroyable ça. Hein. Donc bon, ça c'est son point de vue. Et pour bien mettre ça en valeur, il rappelle hein, le poids du commerce mondial au niveau des mers. Hein. Donc 90% du commerce mondial passe par l'océan. Hein. C'est très important. On a vu là récemment le canal de Suez se faire bloquer par un petit bateau et ça fout le sbeul un peu partout. Et elle dit bah voilà, il y a beaucoup de conflits autour de contrôle d'îles, par exemple, hein, pour la délimitation des zones maritimes. Hein, on a la Chine et le Japon, je crois, avec Taïwan, et puis il y a Taïwan ou je sais pas quoi là. Enfin, je mettrai sûrement un lien ou deux d'articles. Hein, ça se trouve en 2 secondes je suis pas expert. Ça se trouve en 2 secondes sur le net. Et elle pense que ça va s'intensifier, notamment parce qu'on pense que 30% du pétrole, 27% du gaz mondial, ça sort de plateformes offshore. Et donc ça veut dire que les réserves, il y en a beaucoup dans l'océan. Les réserves de minerais, c'est pareil. Hein. Apparemment, c'est 85% des réserves de minerais, ça serait au fond des océans. Donc ça veut dire que voilà, ça va pas faiblir comme tension et que il y a aussi un dernier enjeu de taille. Évidemment, c'est le réseau de fibres sous-marin qui permet à Internet de fonctionner. Bon, alors là-dessus, Pascal Lamy, il n'est pas d'accord. Lui, il défend la géoéconomie. Hein. Donc lui, ce qu'il dit, c'est non. Là, évidemment qu'il y a des tensions et tout ça, et on est d'accord, mais globalement, la mondialisation, elle est plus pacificatrice qu'autre chose. Et il suffit juste de regarder le nombre de morts des conflits armés qui n'arrêtent pas de baisser. Et ça, je vous mettrai une courbe, hein, vous verrez. Voilà. Pour Pascal Lamy, le vrai risque, c'est l'interconnectivité des économies, comme l'a montré la crise des subprimes. Et là, on met ça en perspective avec la crise de Covid-19 aussi aujourd'hui. Et on se dit, ah, effectivement, c'est vrai que l'interconnectivité des économies, c'est un vrai risque. Pour Pascal Lamy, les échanges, ça fait de l'imbrication économique et c'est bien parce que c'est modérateur dans les rapports de force. Et par exemple, là, il nous cite la Chine également, qui achète beaucoup de dettes américaines, ce qui fait que ça équilibre le va-t-en-guerre de Trump. Donc ça, le va-t-en-guerre de Trump, on sait pas trop d'où il le sort, mais apparemment Trump serait va-t-en-guerre contre la Chine. Donc ça permet un peu, voilà. Et ce qu'il dit au niveau des inégalités, hein, ce que montrait Nié Soto, il dit non, mais si les inégalités explosent, c'est pas la faute de la mondialisation, c'est celle des gouvernements. Voilà. Donc les gouvernements, hein, l'enjeu, c'est pas de se replier sur soi, parce que ça serait dévastateur pour tout le monde, parce que si tout le monde fait du protectionnisme, bah évidemment, on va tous être moins riches. Hein, donc c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que c'est au pays de mieux redistribuer. Hein, voilà. Et c'est aux forces progressistes de trouver les bonnes réponses face au capitalisme de marché. Hein. Voilà, c'est ça le fond du problème. Et pour illustrer, notre ami Pascal Lamy nous rappelle qu'il y a 200 millions d'immigrés qui ne sont pas réfugiés. Ce qui montre que quand la géoéconomie reprend ses droits, elle apporte croissance et correction démographique. Et d'ailleurs, dans la perspective où toute l'humanité aura rejoint la classe moyenne, soit dans 20 ans, donc là c'est-à-dire en 2037, alors la marche vers la convergence d'intérêt général va reprendre de manière sûre et tranquille, et ça va prouver que la mondialisation, elle est pacificatrice. Voilà, ça c'est le point de vue de Pascal Lamy. La place des institutions internationales dans cette mondialisation, c'est un des sujets au cœur de cet ouvrage, hein, évidemment. C'est abordé de multiples façons, à de multiples reprises. Et effectivement, les deux auteurs sont en convergence rapprochée et forte hein, sur ce sujet. Ils constatent tous les deux qu'il y a un manque d'institutions globales. Alors déjà, ils constatent qu'il n'y a rien de nouveau depuis l'OMC et la Cour pénale internationale depuis le milieu 90. Et que globalement, ça fonctionne pas hein, à cause de la vision occidentale post-Seconde Guerre mondiale qui est à la base hein, de ce système. Alors qu'aujourd'hui, l'Europe et les USA,
c'est que 10% de la population mondiale et c'est 50% de la richesse. Il donne un exemple assez clair et précis et qui illustre bien cette situation, c'est celle de l'Inde, qui n'est pas au Conseil de sécurité de l'ONU, alors que l'Inde est une puissance nucléaire et bientôt la première démographie du monde, puisque c'est 1 milliard 300 millions ou 400 millions d'habitants. Et c'est vrai que ça, vu comme ça, on a l'impression que le modèle il est obsolète. Alors il y a aussi un autre problème que les institutions internationales rencontrent, c'est que dans le fond, c'est qu'en fait la hiérarchie des puissances aujourd'hui, elle change plus vite que ce que les institutions sont capables de faire, de muer quoi. Et donc effectivement, ça pose un problème parce qu'il faudrait être en perpétuelle adaptation entre guillemets et c'est pas possible. Et puis il y a une autre raison qui tient on va dire de l'esprit, c'est l'ambivalence de l'Occident. En fait, qui veut bien prendre les émergents, qui veut bien leur dire aux émergents, genre à l'Inde, oui, tu peux venir au Conseil de sécurité de l'ONU et tout ça. Par contre, faut que tu acceptes mes valeurs et mon universalisme occidental à moi. Et c'est remis en question, évidemment, puisque les gens, ils veulent les Indiens, par exemple, ou les Chinois, ils disent non, mais nous, on n'a pas besoin de se convertir à vos trucs. On pèse tant, on a la bombe, on a le truc, donc voilà, il y a pas à se convertir. Et en fait, cette conversion nécessaire des émergents à l'occidentalisme, l'occidentalisme, si on peut le dire de cette manière, ça pose question quand même. Ça, les auteurs s'en rendent compte. Globalement, ils reconnaissent que la communauté internationale, ça n'existe pas. C'est plutôt un horizon, plus qu'une réalité. Alors là, c'est Nicole Nisoto qui nous dit ça, excepté sur le climat, avec la COP 21 de Paris, et sur la gestion des pandémies mondiales avec l'OMS, page 176, là je cite. Donc ça, c'est quand même magnifique. Et elle nous dit pour le reste, c'est chacun pour soi. On va dire, ah bah bonne pioche Nicole, là t'as bien, voilà. Donc bon, globalement, voilà, il y a un manque de gouvernance mondiale. Et il y a une impression aussi qui jaillit, c'est que plus la globalisation avance, notamment grâce à la technologie, moins l'appareil de gouvernance suit. C'est-à-dire qu'en fait, ça va tellement vite que exactement, ça suit plus. Et que le monde, il est gouverné, on dirait, par des forces obscures et menaçantes. Alors ils disent ça de manière un peu ironique, mais je veux dire, quand on s'intéresse au fonctionnement des réseaux et quand on voit comment ça a été géré la crise du Covid-19, ouais, on a vraiment l'impression que le monde est gouverné par des forces obscures et menaçantes, c'est clair. Alors il y a un autre constat qui est fait aussi, c'est que comme la légitimité politique, elle vient du niveau local-national, en gros. Et c'est vrai que l'ambition d'un gouvernement mondial ces derniers temps, ça a été relégué à l'arrière-boutique. Et là, je pense qu'avec les événements, encore une fois, du Covid, c'est pas un truc qui va revenir sur le devant de la scène tout de suite. Et donc c'est pour ça que pour faire avancer la gouvernance globale, et là c'est très intéressant ce que nous disent nos amis, il faut à chaque fois une crise. Genre pour la Première Guerre mondiale, pour la SDN, la Seconde Guerre mondiale, pour l'ONU, des génocides pour la Cour pénale internationale. Donc là, on se dit, tiens, ils sont en galère, les mecs, là, ils nous disent, on est en galère de gouvernance et tout, et on a une crise qui est sortie peut-être d'un laboratoire, peut-être pas, mais on est en train de voir ça, qui a mis tout le monde au pas, et voilà, donc effectivement, ce livre, il y a un lien, ils nous disent ce qui se passe. Et là, on a encore un commentaire de Nicole Nisoto qui est assez croustillant. Elle nous dit, même si on voit à droite ou à gauche de la collaboration, seule une menace collective pourrait faire avancer le volet politique de la mondialisation, de la gouvernance globale. Donc ça, c'est quand même croustillant. Et là, je cite, « Qui oserait rêver l'avènement d'une menace vitale planétaire ?» Page 42. Écoute, Nicole, on te pose la question en fait. C'est toi la mondialiste, c'est toi qui devrais savoir. Voilà. Donc globalement, ils disent quand même non, mais malgré tout, c'est vrai que ça avance dans le bon sens. Là, ils sont trop exigeants. Ils reconnaissent tous les deux, on est trop exigeants avec la mondialisation. Ça fait pas longtemps que ça existe. Il y a des causes communes, l'écologie au premier rang. Et puis maintenant, il y a le polylatéralisme. Donc ça, c'est ce qui remplace le multilatéralisme. Donc le multilatéralisme, c'est la discussion entre États. Et le polylatéralisme, c'est l'implication dans la décision des États, mais aussi des ONG, de la société civile, des entreprises, machin. Donc très Great Reset, très Covid-19 de Great Reset, ce commentaire. Et que voilà, malgré tout, ça avance. Simplement, il faudrait, si on les suit, il faudrait une bonne crise, quoi, pour passer un cap, Covid-19. Le thème de l'identité est évidemment abordé à travers le livre. C'est plutôt Pascal Lamy qui s'y attelle, même si tous les deux utilisent à peu près les mêmes termes et ont à peu près la même vision de ce que est
les gens qui ne sont pas mondialisto-compatibles. Donc si vous n'êtes pas mondialisto-compatible, bah, vous êtes un xénophobe, raciste, nationaliste, et j'en passe et des meilleurs. Donc ça c'est pour tous les dirigeants ou les opposants politiques à la mondialisation ou hostiles à l'Union européenne. Donc en gros c'est Trump, Salvini, Orban, Johnson, enfin voilà tous ces gens-là. Et c'est Pascal Lamy qui se charge de leur tailler un costard et de tenter d'expliquer d'où vient le populisme ambiant et montant qu'on a pu voir dans les années 2010 et qui, je pense, dans la logique des choses, devrait continuer de monter comme mouvement. Et donc Pascal Lamy qui nous explique, c'est que la mondialisation, elle a provoqué une multilocalisation de la production. On a substitué au Made in France un Made in the World. Et ce Made in the World, cette transition vers le Made in the World, elle a été assez violente, c'est assez violent, ce qui fait que c'est plutôt les faibles qu'on en pris plein la tête, et donc ça crée une défiance vis-à-vis de la mondialisation. À cela, il faut rajouter que les systèmes sociaux qui ne gèrent pas bien la redistribution des richesses, c'est ce qu'il expliquait tout à l'heure, c'est que c'est pas la faute de la mondialisation s'il y a une explosion des inégalités, c'est la faute des gouvernements. Il faut que les mecs se bougent le cul pour trouver des solutions. Tout ça mis dans un contexte de d'ébranlement de l'idée de nation, puisqu'on a fait aussi exploser les frontières, on les a dynamitées. Et une autre chose qui est importante, il n'en parle pas, mais c'est aussi la possibilité d'être multinational aujourd'hui, d'avoir je sais pas combien de passeports. Tout ça, en fait, il y a une dévaluation de l'idée de nation. Et en fait, il pense, lui, que c'est de là que vient le mouvement populiste, contre la mondialisation. Voilà, c'est cette idée que ça profite plus à d'autres, à l'extérieur, qu'à nous-mêmes sur le territoire national. Pour Pascal Lamy, les gens qui sont populistes, les populistes, en fait, le commerce international, c'est leur bouc émissaire. Mais c'est rien de plus. En fait, c'est juste un bouc émissaire. Parce que ce qui les pousse réellement vers le nationaliste xénophobe, c'est pas les problèmes économiques. En fait, c'est plus complexe, c'est des problèmes culturels. Et donc, c'est lié à une insécurité culturelle qui viendrait de ce dynamitage des frontières. Voilà. Alors, pour Pascal Lamy, le nationalisme, c'est l'expression d'une régression identitaire. Donc, quand vous dites que moi je suis français, avec la caricature qui va bien, en fait, vous êtes en train de régresser. Ça, faut le savoir. Et c'est l'inverse d'évoluer. Vous régressez. Ok ? Par contre, il comprend pas les sursauts religieux. Alors, la régression identitaire, il dit, bon, ça, je peux comprendre. Les sursauts religieux, je comprends pas. Alors, c'est une composante de l'identité, on a envie de lui répondre, c'est tout simple, mais bon, apparemment, il comprend pas bien Pascal Lamy. Et alors, ce qui est assez dérangeant dans son discours à Pascal Lamy, c'est que il a des citations qui sont quand même fortes de sens, et c'est assez étonnant qu'il se rende pas compte de l'impact. Par exemple, page 154, il nous dit, et là je le cite, « Peur et anxiété s'ensuivent qui nourrissent à leur tour des attitudes de repli, des crispations identitaires, des désirs de retour en arrière aux époques révolues où les peuples décidaient encore eux-mêmes de leur propre sort. Cet état d'esprit né de la nostalgie du naguère engendre de nouveaux dangers. » Fin de citation. Donc là, Pascal Lamy, ce qu'il nous explique, c'est que la mondialisation, elle est brutale, elle est perçue comme étant dirigée par des forces obscures, machin, des trucs de réseau et tout, ce qui est totalement le cas, et lui d'ailleurs, c'est totalement l'incarnation de ce truc-là. Mais en fait, le problème, c'est la souveraineté, quoi. Ça, il nous le dit aussi, page 172. Le problème, c'est la souveraineté. Et là, ce qu'il dit, le problème, c'est que, en fait, les gens, ils aimeraient bien revenir à la démocratie, c'est-à-dire qu'ils puissent décider de leur propre sort. Mais en fait, les élections, les mecs, ça sert plus à rien. Et ça sert à rien d'essayer de penser qu'un jour, ça va resservir à quelque chose. Donc là, c'est quand même difficile à entendre de sa part, pardon. On se rend quand même compte que Pascal Lamy, par exemple, lui qui disait que faut pas faire d'idéologie, machin, je veux dire, le mec, il te dit quand même que que les peuples décident eux-mêmes de leur propre sort, cet état d'esprit de naguère, ça crée de nouveaux dangers. C'est quand même surréaliste, quoi. Le mec, il te dit voter, ça crée des dangers. Enfin, avoir une idée, ça crée des dangers. Enfin bon, c'est quand même... Et alors après, il nous dit, la démocratie, page 178, je cite, « La démocratie n'est pas seulement une forme politique qui se définit par l'autodétermination de choix collectifs, elle est aussi une idée selon laquelle le pouvoir appartient en dernier ressort aux individus que regroupe le peuple.
Donc là, je suis désolé de lui dire que non. Là, c'est clairement, le mec, en gros, il te dit non, mais en fait, les individus qui regroupent le peuple, c'est quoi? C'est le réseau? C'est quoi, Pascal Lamy? Donc là, franchement, il exagère. Et ça montre un trait de caractère qui est quand même assez flippant de sa part. La dernière partie que j'aborderai, c'est la partie sur l'Europe. Donc le constat est clair pour eux. Le narratif de base de l'Union européenne n'est plus fonctionnel. Il faut se réinventer parce que sinon les populistes ils vont finir par gagner. Ça c'est juste vrai qu'après le Brexit ils l'ont mauvaise les mecs. Et si au départ le sens de l'Union européenne était simple, c'est-à-dire plus d'affrontements entre l'Allemagne et la France et une intégration économique comme moteur d'intégration politique, aujourd'hui le sens commun est perdu. La principale critique qu'on peut faire à l'Union européenne étant d'avoir fait l'union économique sans avoir fait l'intégration politique en la laissant aux États et à leur vision d'intérêt propre. Donc les mecs, effectivement, on a fait l'intégration économique sans politique. En 2008, les sujets de l'Union européenne, c'était l'élargissement et la mise en place du traité de Lisbonne. Les citoyens ne se retrouvent aujourd'hui plus dans l'Union européenne et principalement à cause du dumping social. On pense aux travailleurs détachés ou à la concurrence fiscale entre pays pour attirer les investissements étrangers. 12% en Irlande, 34% en France. Voilà. Donc il y a eu la crise de la zone euro post-2008 aussi. Alors pour les auteurs, c'est la faute aux pays du Sud, parce que quand il y a eu le passage à l'euro, ils ont vu leur taux d'intérêt baisser, grâce notamment en s'appuyant aux économies France, Allemagne, Angleterre. Et donc, enfin pas Angleterre parce qu'elle n'est pas de la zone euro, mais France et Allemagne principalement. Et donc ils ont emprunté beaucoup, et donc quand il y a eu la crise, ils ont fait faillite. Donc là, bon, encore une fois, ceux qui veulent s'intéresser au sujet, vous allez sur internet, vous trouverez des milliards de vidéos expliquant pourquoi cette analyse est fausse. Mais par contre, ce qui était réel et ce qui n'était pas faux, c'était les politiques d'austérité qu'on suivit au Sud, Grèce, Italie, Espagne, Portugal en particulier. Et là-bas, effectivement, ça a créé une perte de légitimité de l'Union européenne pour ses citoyens, alors qu'en 2005, une petite majorité, et en 2007, une grosse majorité, soutenait l'UE. Mais bon, l'Union européenne, malgré tous les défauts qu'elle a, il faut pas non plus trop lui jeter la pierre, parce que tous les échecs, c'est pas que de sa responsabilité, c'est même souvent l'extérieur qui est. Voilà. Par exemple, elle a une relation ratée avec la Russie, c'est la faute de la Russie. Elle a la crise des réfugiés, c'est la faute des pays qui ont été rasés par l'OTAN. Elle a le problème terroriste avec le conflit syrien en toile de fond. Elle a une responsabilité, mais c'est pas de sa faute. C'est extérieur quand même le conflit syrien. Bon, on rappellera qu'on a livré des armes, et que on a tout fait pour déstabiliser ce pays. C'est facile à prouver. Je mettrai un article aussi là en exergue. Et puis l'UE, elle a des atouts. Premièrement, elle est énorme économiquement, puisque c'est 20% du PIB mondial, 20% des échanges mondiaux, et si on intègre les échanges intracommunautaires, c'est 42% des échanges. Voilà, c'est le premier pourvoyeur de financement humanitaire pour aider les pays à sortir de crise. Donc on est gentil en Europe, quand on n'arrête pas de nous flageller, on pourrait leur dire ça les mecs. On pourrait, nous on file plein d'oseille pour aider les gens. L'euro, c'est 28% des réserves de change mondiales. Donc c'est pas rien. Et enfin, elle a le modèle parfait pour la gouvernance globale. C'est un modèle d'avenir. C'est-à-dire qu'en gros, il n'y a pas de chef, on négocie tous ensemble, et la base de la solidarité, elle est financière. Voilà. Et là, on l'a bien vu avec le Covid-19, ils se sont mis d'accord. Le premier truc qu'ils ont fait pour se mettre d'accord, même si tout le monde se battait pour les masques, les respirateurs, les tests, que tu veux, ils ont fait un fonds commun d'oseille à répartir entre tous, où c'est les pays riches, nous, qui payons pour les pays moins riches. Voilà. Donc en gros, c'est ça. Et en fait, le problème, c'est les lamentations, et là je cite, les lamentations nostalgico-pessimistes, voilà, et les guerres intestines. Donc ça, c'est un peu la vision de nos amis les auteurs. L'Union européenne, elle a jamais été bâtie pour agir sur le monde. Et en fait, aujourd'hui, en 2017 en tout cas, c'est le plus gros défi qu'elle a en face d'elle. Et en fait, c'est là-dessus qu'il faudrait orienter le nouveau sens européen, reformuler du sens. C'est agir sur le monde. Bon là, encore une fois, on a envie de dire agir sur l'Europe peut-être, et puis penser aux Européens, mais non. Bon, ok, on pense au monde, d'accord. Bon, très bien. Au départ, elle a été conçue pour assurer la prospérité économique des pays, et c'est l'OTAN qui assurait la sécurité. Mais maintenant, tout ça, ça marche plus. Donc il faut qu'elle prenne une place sur la scène mondiale, et il faut qu'elle fasse la sécurité dans les trous de la mondialisation, c'est-à-dire en Afrique en particulier, et un peu en Asie, qu'elle porte la démocratie aussi en Asie et en Afrique, dans ces endroits-là, et enfin, qu'elle puisse poser le problème de la gouvernance globale. Voilà, ça c'est les 3 défis pour l'Union européenne. Et pour ce faire, pour qu'elle puisse
poser ces défis, il y a 2 choses qu'il faut qu'elle fasse en priorité. La première, c'est que les États s'effacent encore plus au profit de l'UE. Donc ça, on le connaît, le discours. C'est-à-dire, ça marche pas assez bien parce qu'on n'est pas allé assez loin. Ça, c'est le truc qu'on nous raconte depuis 20 ans. Donc, basique. Et la seconde, c'est qu'elle ait une existence politique propre. Et alors ça induit pas mal de choses. Parce que le problème, c'est que pour avoir une existence politique propre, bah, il faut aussi avoir une armée. Donc il faut qu'elle passe le tabou de l'utilisation de la force. Et en fait, le problème de l'Union européenne, en tout cas c'est ce qu'ils nous disent les auteurs, et ça, pour le coup, c'est pas complètement faux si on se met de leur point de vue, c'est vrai que comme elle est née sur les cendres de la guerre, notamment de la Seconde Guerre mondiale, hein, utiliser la force, faire la guerre, c'est un truc, spirituellement, c'est compliqué. Hein. Il y a une logique mentale là qu'on n'arrive pas à tenir. Il y a une déconnexion à cet endroit-là. Hein. Puis après, ça implique plein d'autres choses parce que ça veut dire que si on est une diplomatie européenne, il n'y a plus de diplomatie nationale. Et enfin, et ça c'est aussi l'autre gros problème, c'est que si jamais l'Union européenne elle sort avec une armée, en gros qu'est-ce qu'elle fait? Elle devient entre guillemets une alternative à l'allié américain. Et ça aussi fondamentalement c'est un problème. Alors ils nous disent fondamentalement c'est parce que c'est spirituel machin, c'est la mentalité et tout. On a envie de dire aussi peut-être que fondamentalement niveau business c'est un problème et puis sur plein d'autres choses c'est un problème. Donc c'est pour cela qu'aujourd'hui l'Union européenne elle se repose essentiellement sur le droit et sur l'attractivité. Pour faire une sorte de diplomatie moderne. Et c'est vrai qu'à part quelques fois, globalement, elle est absente du règlement des crises. Et donc, il va falloir qu'elle trouve un équilibre entre force et normes, savoir user des deux, si elle veut exister dans le siècle qui vient. Et il va falloir aussi qu'elle arrive à sortir un peu de l'OTAN et de cette expérience américaine militaire qui surdomine tout et qui prédispose tout. Voilà. Développer une diplomatie forte. Avoir une armée minimale crédible et une vigueur économique et financière incontestable. Voilà, c'est les 3 points que l'Union européenne doit se poser. Là, c'est la feuille de route qu'elle doit avoir pour pouvoir continuer de vivre dans le siècle qui vient. Si on doit se risquer un commentaire sur ce livre, on va tout d'abord rappeler que c'est pas des livres qui sont anodins. Vous avez vu le parcours de Nicole Niesotto, elle est historienne de l'Europe carrément. Et je parle même pas de Pascal Lamy, lui vraiment il coche toutes les cases, Bilderberg, Le Siècle, directeur général de l'Organisation mondiale du commerce, je veux dire il dirige les forums et tout, donc c'est un mec comme Klaus Schwab, c'est exactement ça, c'est-à-dire que c'est pas des milliardaires, c'est pas des gens qui sont très très riches, mais c'est des gens qui ont énormément d'influence, c'est des grosses têtes, inspecteur des finances, à la trésorerie générale, machin, enfin le mec lui il coche toutes les cases. Donc quand il s'exprime et qu'il fait un livre comme ça en 2017 sur Trump et nous, c'est pas anodin. Donc ça c'est à prendre en compte déjà, c'est pas pour forcément c'est pas pour le français moyen qui fait ce livre, on n'est pas forcément le public auquel il s'adresse. Il s'adresse plutôt aux dirigeants et à la classe médiatique, c'est-à-dire à ceux qui vont porter le message. La première chose qu'on doit rappeler dans ce livre, c'est que c'est un livre de combat. Idéologique, clairement. Donc je vous en passe des vertes et des pas mûres, mais tous les gens qui sont pas mondialisto-compatibles sont décrits dans le livre comme des xénophobes, des racistes, même des misogynes, comme dans le cas de Trump. Donc il y a vraiment, c'est de l'idéologie. Il nous bassine pendant toutes ces pages sur l'idéologie des populistes, comme ils les appellent, sachant qu'eux, en fait, ils sont au moins aussi idéologues, si ce n'est plus que ces gens-là. Donc une fois qu'on se met dans ce prisme de livre de combat, effectivement, on se rend compte que c'est aussi un livre de propagande. C'est un livre qui est là pour cadrer le discours, pour le formater, pour donner et dire ce dont vous avez le droit de parler ou pas. C'est ni plus ni moins. Donc ça concerne, ce message, il s'adresse à les politiques nationaux, donc nos amis Macron et toute la clique là, qui doivent, on va dire, s'ils veulent être bien vus par le système mondialiste, ils doivent relayer ce message. C'est aussi les médias, on l'a bien compris, qui eux aussi s'alignent par rapport à ce message-là. Tout le discours général qui est dans le livre, c'est entre guillemets les versions officielles de l'histoire et le positionnement basique, bête et méchant qu'on a pu entendre là depuis 4 ans, parce qu'on est en 2021 maintenant.
là-dessus. Alors je prends même des choses qui sont éculées, hein. En Syrie, on nous parle de guerre civile, alors que dans le livre, ils reconnaissent, hein, ils sont bien obligés, qu'il y a 40 000 combattants étrangers qui sont venus soutenir soi-disant la révolte civile syrienne. Bon, aujourd'hui, on sait que c'est ça a jamais été une guerre civile, et en 2017, on le savait déjà, c'est pas une guerre civile. La guerre en Syrie, c'est une guerre de déstabilisation avec des mercenaires venus de l'étranger, hein. Et même si vous allez sur Wikipédia, vous verrez que voilà, la milice, même sur Wikipédia, elle est comptabilisée avec les forces armées syriennes. Donc ils sont du même côté versus les terroristes, hein, versus Daesh. On a le coup de la Crimée également, c'est la même chose. C'est-à-dire que là, ils vous font comme si la Russie avait fait un tour de force en Crimée, qu'elle avait annexé un territoire et tout, alors que franchement, ça prend, je pense pareil, là je mettrais peut-être le Wikipédia, je le fais sans. Hein. Mais l'histoire de la Crimée, c'est très simple. Moi, j'y suis déjà allé. Et d'ailleurs, depuis qu'ils sont arrivés en Crimée, il n'y a pas eu une manifestation anti-russe, quoi. Je veux dire, les mecs, ils sont accueillis à bras ouverts, tout simplement parce que historiquement, la Crimée, c'est la Russie. Voilà, c'est tout, point barre. Donc, effectivement, sur ce coup-là, Poutine et tout, ils ont un peu forcé le droit, c'est vrai, mais d'un autre côté, ils étaient totalement légitimes pour le faire. Et c'est bien ça qui compte quand on regarde la situation générale. Donc, encore une fois, c'est pareil. Là, on nous demande où va le monde. Pas un mot sur la finance internationale. Donc ça, apparemment, ça fonctionne sans problème. C'est quand même assez problématique de tenir 250 pages sur les problèmes géopolitiques, sur les problèmes géoéconomiques, mais de pas parler une seule fois, si ce n'est pour les dédouaner par rapport à la crise de 2007, hein, la dérégulation, machin, voilà. Non, il n'y a pas de problème, la finance internationale, ça va. Il n'y a pas de problème de dette. Tous ces trucs-là, ça n'existe pas. Donc effectivement, enfin voilà, c'est de la propagande claire et nette, puisque le discours est tordu et déconnecté de beaucoup de choses qui sont réelles. Si on veut totalement s'en convaincre, hein, que c'est un livre qui ne vise pas à informer, mais qui vise à statuer sur ce qui est permis ou pas de dire, et à faire de la propagande et une espèce de discours officiel, de version officielle à tenir au niveau du public, c'est évidemment, hein, donc sur un livre qui parle de Trump et nous, où va le monde. C'est un livre qui consacre un cinquième de sa taille complète à l'Union Européenne. Il y a 50 pages sur 250 qui sont dédiées à l'Union Européenne, sachant que l'Union Européenne revient à travers différents sujets. Et lorsqu'on aborde les pays, les statuts et tout ça, elle revient en continu, hein, l'Union Européenne. Ils la décrivent quand même comme le mode de gouvernance globale parfait pour l'avenir. Donc c'est pas rien, hein, dans leur tête. Et ils se posent plusieurs fois la question de la légitimité, hein, de l'Union Européenne par rapport aux élections nationales notamment, et au fait qu'il y a un peu un désamour avec les citoyens européens aujourd'hui. Et par contre, vous n'avez pas un mot sur les deux référendums de 2005 en France et en Hollande, où il y a eu un rejet de la constitution, de la proposition de constitution européenne. Et alors, c'est vrai que là, la question qui se pose immédiatement, quand moi je suis pas expert de l'histoire, hein, je suis pas au niveau de Nicole Niessoto, hein, qui a une chaire, hein, au CNAM sur l'histoire de l'Europe, donc la meuf elle est quand même censée connaître tout sur le bout des doigts. Je veux dire, comment c'est possible que tu écrives 150 pages sur le monde et l'Union Européenne dans un des sujets les plus importants, et que tu parles pas de ces deux référendums. Donc pour rappel simplement, en 2005 on a voté en France et en Hollande par référendum sur l'adoption d'une constitution européenne. Ça a été rejeté de manière nette, hein. Taux de participation en France 70%, là je vous le mets en visio, 70%, donc c'est au-dessus de la moyenne des participations des élections européennes, hein, avec un non à 55%, donc c'est assez net. En Hollande, participation en dessous, hein, 63%, mais avec un non à 60% ou je sais pas combien. Enfin là je vous le mettrai, j'ai plus le chiffre en tête, mais de manière nette. Et c'est pas anodin le rejet de cette constitution par les peuples français et hollandais, parce que les peuples français et hollandais, quand même, faut bien remettre ça en perspective. Si on fait l'histoire de l'Europe, ce sont déjà les peuples qui sont issus des pays fondateurs, hein, on était dans les 6 dès le départ, et historiquement parlant, ce sont les peuples peut-être qui ont l'ADN le plus européen qui existe. Les Hollandais, ils sont à un carrefour, ils ont une ouverture vers la mer, vers les Anglais, vers les États-Unis très forte. Ils font le lien avec l'Allemagne, ils sont au milieu de ce truc-là. Et la France, j'en parle même pas. Tu peux pas faire l'Europe sans la France, il suffit de mettre la carte de l'Europe, tu vois bien.
Si tu veux le sud, t'es obligé de passer par nous. Si tu veux aller au nord, t'es obligé de passer par nous. Et on donne sur l'ouest. Donc comme ça, c'est réglé. La France, c'est le pays européen. Et puis je parle même pas de l'histoire. Les rois de France qui avaient toutes des gens, des mères ou des pères étrangers. Enfin voilà, je parle même pas de tout ça. On a un ADN européen. Donc que ces pays-là refusent, je veux dire, a priori, si vous faites une analyse objective des problèmes de légitimité de l'Europe, bah vous remettez ça dans le contexte de 2005 pour commencer. Hein, on venait de passer à l'euro, ça faisait 5 ans peut-être qu'il y avait l'euro. Il y a un rejet de la construction qui est fort. Et avec des peuples fondateurs et des peuples qui ont un ADN européen, donc on voit bien que là, fondamentalement, il y avait un souci. Hein, c'est-à-dire que le modèle qui était présenté, ça allait pas. Les Français, les Hollandais, ils avaient bien senti que l'Europe sociale, tout ça, c'était du blabla. Et que c'est ça qui allait pas avec la construction européenne. Et non, les deux auteurs, ils nous en parlent même pas. Et ça indique deux choses. La première chose que ça indique que c'est effectivement, donc ça confirme hein, le fait que c'est un livre de propagande, puisque vous pouvez pas, si vous croyez que dans 100 ans, les mecs qui vont faire l'histoire de l'Europe, ils vont pas parler de ces référendums, c'est que les historiens qui seront mauvais qui vont parler de ça. Ceux qui sont honnêtes, ils vont vous dire, il y a eu un tournant à cet endroit-là, il y a eu un tournant. Hein, surtout qu'on connaît la suite. On sait que Nicolas Sarkozy, par exemple en France, alors je sais pas comment ça s'est passé en Hollande, mais en France, on sait que quand Sarkozy a été élu 2 ans après, il est venu, il l'a passé par le Parlement, et ça a fait 97% de oui. Hein, donc il y a eu un discrédit et une trahison de nos élites politiques nationales pour soutenir le projet mondialiste européen. Donc n'importe qui dans 100 ans qui aura les mains libres pour parler, il va dire non mais il y a un truc, donc eux ils en parlent pas, c'est quand même assez dramatique. Et l'autre chose qui est dramatique dans cette propagande, c'est que s'ils en parlent pas, c'est tout simplement parce qu'ils ont peur de cet événement. Ils veulent pas qu'on le remette sur la table. Ils veulent pas que les gens se rappellent, non seulement que la démocratie nationale a été totalement discréditée à ce moment-là, et comment dire, et ce qui confirmerait le fait que effectivement on n'est plus en démocratie. Ça c'est un fait qu'ils confirment. Et deuxièmement, ils en ont peur parce que ils savent pas comment l'expliquer. Et ils ont aucune explication, et même là, ils n'arriveraient plus à tordre la réalité. Et donc, ils préfèrent juste occulter ce passage. Dire, bah non, bah en fait, ça n'existe pas. Hein. C'est-à-dire que ça n'existe pas. Et ce vote, il n'existe pas. Et donc, pour conclure, c'est là, effectivement, que ça me met assez mal à l'aise de lire un livre comme ça, parce qu'on se dit que Pascal Lamy, Nicole Niesotto, c'est pas forcément, on va dire, des totalitaires dans leur tête. C'est pas forcément des gens qui seraient violents, qui seraient prêts à écraser les gens qui sont pas d'accord avec eux. Hein. Et en fait, c'est totalement ce qui se passe. C'est que les mecs, si vous êtes pas d'accord avec eux, là, vous voyez le livre, vous êtes xénophobe, raciste, machin, truc muche, bidule, je vous en passe. Enfin, il y a que ça, des insultes pour les gens qui sont pas mondialisto-compatibles. Et en plus, historiquement parlant, les mecs, ils ont pas de problème à effacer l'histoire, à ne juste plus en parler. Donc tout ça, c'est très 1984 hein, comme comportement, pour la petite référence. Ils ont aucun problème à ça. Ils sont totalement totalitaires dans leur façon d'aborder les choses. Et ils nous parlent de démocratie. Et les mecs vont nous dire, oui, la démocratie, machin. Mais avec ces gens-là qui dirigent, il n'y a pas de démocratie. Je veux dire, c'est du théâtre. On le savait déjà énormément. Mais là, c'est carrément, ils te l'écrivent, quoi. Les mecs, ils ont même pas peur de l'écrire. De toute façon, ils savent très bien que les Français moyens, ils vont pas lire ce genre de livre. Ça s'adresse à Emmanuel Macron, par exemple, hein, en 2017. Voilà. Ils le sortent en 2017, c'est pas un hasard. Hein, ça s'adresse à Emmanuel Macron. Donc les mecs, ils sont totalitaires. Et c'est vrai que tout de suite, d'emblée, eh ben on se dit, si les mecs, ils sont comme ça, c'est qu'en fait, moi, ils sont prêts à m'écraser la tronche si je suis pas d'accord avec eux. Et donc, tout le discours qui est qualifié de complotiste, hein, clairement, où on dit, oui, on pense que les élites, ils veulent massacrer le peuple. Pas forcément le massacrer physiquement, mais on va dire au moins intellectuellement, et le rabaisser, et le faire disparaître d'une certaine manière. Ben oui, on est bien, quand on lit un livre comme ça, on est bien obligé de constater que oui. On est bien obligé de constater qu'il y a eu des référendums qui sont quand même des votes populaires, clairs, nets et précis, qui sont totalement passés à la trappe, juste parce que les mecs, ils veulent pas qu'on en parle. Et c'est tout. Et là, tu te dis, bah en fait, effectivement, ces gens-là, intellectuellement déjà, mais pas que, je pense, en tout cas intellectuellement, ils sont en guerre avec moi. C'est-à-dire que si moi j'ai voté non, ce qui est pas forcément le cas, mais si moi j'ai voté non, et ben il y a les mecs qui m'effacent de l'histoire. Donc à côté, la cancel culture, c'est des danseurs de claquettes, hein, je te le dis tout de suite. Là, eux, ils te ratiboisent la gueule, quoi. Ils en ont rien à foutre. Et ça, c'est assez problématique. Et aussi, surtout, c'est que les mecs, on sent à travers ce livre qu'ils sont totalement déconnectés de la réalité. Ils ont leur idéal. Ils cherchent pas à comprendre autre chose.
Et ça s'arrête là. Et là, pour illustrer, je vais vous donner 2 petites citations quand même qui sont vraiment parfaites pour terminer cet enregistrement. Donc on a Pascal Lamy, hein, page 45, qui nous dit, voilà, le chapitre s'appelle « Les turbulences de la grande transformation ». Et il nous dit « C'est vrai, ces dernières années n'incitent pas à l'optimisme. Les espoirs d'une avancée continue vers un monde meilleur, portés par les progrès économiques, ont été déçus par plusieurs développements récents. Par la crise qui a éclaté en 2008, par la montée du terrorisme, par le comportement de la Russie, par les massacres en Syrie, par les montées des populismes en Occident, par le vote britannique sur le Brexit, par l'élection de Donald Trump. » Fin de citation. Donc le mec, il te dit clairement, genre, t'as voté Trump, t'as cassé les espoirs d'un monde meilleur. Je veux dire, mais les gars, qu'est-ce qu'il a fumé pour te balancer une connerie pareille? Je veux dire, c'est qui lui pour te dire... le mec, il est complètement allumé. Pareil sur le Brexit, quoi. Le mec, il te dit, ouais, le Brexit, si t'as voté Brexit, si t'as voté Leave, tu casses les espoirs d'un monde meilleur. Mais de quoi tu me parles, mec? De quoi tu me parles? Et enfin, pour terminer, j'en place une pour Nicole Niessoto, page 75. L'Amérique d'abord. Rendre à l'Amérique sa grandeur. Tel est le programme du président Trump. Cela l'amène à cumuler les 2 traditions de la diplomatie américaine, une grande dose d'isolationnisme, au nom de la primauté donnée à la restauration de la puissance américaine à l'intérieur des États-Unis, mais également une certaine dose d'interventionnisme contre le terrorisme de Daesh en Syrie, par exemple. La tendance est donc plutôt au reflux s'agissant des valeurs et du messianisme démocratique américain. Trump ne sera pas le héros des droits de l'homme dans le monde, ce qui est une très mauvaise nouvelle pour les résistants démocrates disséminés dans toutes les dictatures de la planète. Il ne portera plus le rêve américain à l'extérieur, préférant d'abord réaliser ce rêve au bénéfice des Américains eux-mêmes. Et là, on a envie de lui dire, mais Nicole Niessoto, le président des États-Unis, il travaille pour qui? Pour les mecs qui sont en résistance dans des pays à l'autre bout de la planète, ou pour l'ouvrier américain moyen de la Rust Belt? Non, mais je veux dire, c'est totalement perché, les mecs, ils sont totalement perchés. Donc quand vous avez des gens comme ça en face de vous, effectivement, vous vous rendez compte que ils sont perchés, ils sont complètement dans leur bulle, et en plus ils hésiteront pas à vous écraser la gueule et à vous mentir pour avoir raison. Et ça, c'est quand même vachement inquiétant. Alors on aurait pu continuer pendant je sais pas combien de temps les citations, parce qu'il y a que ça dans le bouquin. Je rappelle qu'elle nous dit que Nicole Niessoto, là, que l'OMS ça marche bien pour prévoir les pandémies, donc là aujourd'hui on a juste envie de lui jeter un parpaing dans la tête. Ou alors on comprend le message différemment. Je vous laisse libre de choisir. Ce que je terminerai de par vous dire, on est le 18 mai, il est 20h. Je vous embrasse, prenez soin de vous. Rappelez-vous, les mondialistes, là, tous les mecs qui vont venir, type Macron, tous les gars qui seront pro-Union Européenne et tout machin, ça suit cette ligne-là. Ça va suivre ces lignes-là. Et là, si en 2022, il y a un autre livre qui sort, bah, je le lirai, j'en ferai une note de lecture. Ça suit cette ligne-là. Vous ne comptez même plus dans l'équation. Faut bien le comprendre. Le peuple français, on va dire, c'est juste une variable. Et encore. Et ce qui est important, c'est la réalisation de la gouvernance globale. Voilà. Et ces gens-là, contrairement à ce qu'on pense, ils pèsent lourd dans le débat. Ils sont pas milliardaires, ils sont pas présidents, ils sont pas tout ça, mais par contre, c'est les grosses têtes qui transfèrent le discours à nous vendre à nous après au petit peuple, et c'est ça qu'il faut bien avoir en tête. Donc vous laissez pas chier dans le cerveau par ces gens-là. Prenez soin de vous. Je vous embrasse. À bientôt.